et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. En ce samedi, nous allons vous parler de cuisine asiatique au Havre, aux alentours, et je serai accompagné d'Henri. Salut Henri. Salut Michel. Et évidemment, on va vous citer les établissements havrais, vous expliquer les différents types de cuisine selon leur provenance, quelques recettes classiques. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la cuisine asiate. Voilà. Ben justement Henri, dis-moi, raconte-moi, c'est quoi les... Quand on parle de cuisine asiatique, on parle du sud-est de l'Asie. Alors, généralement. Le problème, c'est que souvent, on englobe, quand on dit cuisine asiatique, des choses qui sont à la fois parfois un peu semblables, mais très très différentes. C'est-à-dire que quel est le rapport entre la cuisine, on va dire, de Thaïlande, du Vietnam, de la Corée, du Laos, du Japon. Il y a des choses communes. Qui peuvent être par exemple certains ingrédients. C'est vrai qu'on trouve le riz à peu près partout dans tout le continent asiatique, on retrouve certaines épices, on retrouve du gingembre, on retrouve de la citronnelle, on retrouve beaucoup de choses, mais il y a aussi énormément de différences. Est-ce que tu es un peu au fait de ça, Michel? Ouais, parce que moi je suis accro à la cuisine japonaise et ça n'a rien à voir avec la cuisine chinoise, ça n'a rien à voir avec la cuisine coréenne, thaïlandaise. Exactement. Alors ce qu'il y a de commun, outre les ingrédients, on a parlé du riz, on a parlé de certaines épices, c'est quand même une certaine... déjà, tu sais que la cuisine asiatique, notamment la cuisine chinoise, qui est un peu la mère et la reine des cuisines asiatiques, parce que beaucoup de cuisines découlent de la cuisine chinoise, c'est une conception de la cuisine très différente, dans laquelle la santé est un peu omniprésente. C'est-à-dire qu'en fait, la cuisine chinoise repose sur un système d'association d'éléments froid, chaud, yin, yang, tout ça étant censé... te rendre sur en bonne 4 saisons, santé. Je crois même. Il y a tout un truc sur les 4 saisons. Il y a une cosmogonie, il y a une philosophie, il y a une métaphysique sur tout ça, sur un équilibre. Un équilibre sur la façon dont les ingrédients te rendent meilleur et contribuent finalement à te soigner. C'est-à-dire que vraiment l'aspect médicinal et thérapeutique de la cuisine est assez central dans la cuisine asiatique en général. Il y a dans les choses communes souvent des cuissons qui sont plus rapides qu'en cuisine occidentale. Alors, on fait des mijotés, mais souvent on cuit des choses plus rapidement. Le wok, ouais, c'est vraiment l'exemple des choses qu'on retrouve un peu partout, c'est-à-dire tailler des aliments plus fins, mais qu'on cuit très peu, ce qui est d'ailleurs mieux, parce qu'on conserve les qualités nutritionnelles des aliments. Du coup. Donc on a souvent des vitamines qui sont préservées pour les légumes, par exemple. Je veux dire, faire au wok 2 minutes des pousses de soja, c'est mieux que cuire très longtemps des légumes. Nous, souvent, on cuit très longtemps des légumes, on perd beaucoup de choses. Il y a des choses communes dans la vapeur, notamment ça existe en cuisine occidentale, mais c'est vrai que c'est pas très commun de cuire vapeur. Raviole vapeur. Voilà, exactement, plein de bouchées, plein de préparations qu'on cuit en vapeur. Donc ça, c'est un peu commun. Mais c'est vrai qu'entre la cuisine thaïlandaise, qui est très relevée, avec beaucoup de piment, beaucoup de citronnelle, beaucoup de choses assez vives, la cuisine vietnamienne qui est beaucoup plus douce, la cuisine coréenne qui salé sucré thaï, souvent. Ouais. Oui, alors il y a le lait de coco par exemple, qu'on trouve pas, la mangue, la banane, l'ananas, des choses comme ça. Le caramel, c'est plutôt thaïlandais. C'est vietnamien aussi. Ouais, vietnamien. C'est pour ça qu'il y a des recettes que tu peux trouver un peu qui se modifient selon les... Alors, pour revenir sur ton truc, justement, faut pas oublier aussi qu'il y a eu des invasions. Les Japonais ont été en Chine, exactement. Les Chinois ont été en Malaisie. Enfin voilà, il y a eu des échanges culinaires aussi. Il y a une interpénétration. C'est pour ça que tu retrouves, par exemple, quand tu dis les gyoza, ce qu'on associe au Japon, c'est plutôt une recette chinoise, mais tu trouveras des raviolis aussi au Vietnam, tu en trouveras aussi en Thaïlande. Donc, c'est important de connaître bien les spécificités des différentes cuisines. Encore une fois, la thaïlandaise plus relevée, plus piquante, plus sur le piment. La coréenne avec pas mal de sucre souvent. La japonaise qui est très peu de cuisson, beaucoup de cru. Alors le sushi, c'est vraiment l'aliment de luxe là-bas au Japon. Ah ouais. Mais par contre, en général au Japon, on fermente, on macère, etc. Mais on cuit très très peu. Ouais, c'est beaucoup street food. Le Japon, c'est les ramen, c'est les soupes. C'est une cuisine. En fait, le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, déjà ils sont appropriés pas mal de trucs américains. Oui, bien sûr. Pareil, il y a le omuri. Omuri, c'est une omelette avec du riz poêlé. Bah, le riz, il est poêlé au ketchup. Oui. C'est même pas sauce tomate, c'est vraiment ketchup à l'américaine. Et pourtant, c'est un classique japonais. Omuri, c'est le plat à 5 €, quoi. Ça coûte que dalle. Et c'est hyper copieux, machin. Par contre, c'est fait avec précision. Il y a de toute façon des échanges. Voilà. Les Japonais utilisent par exemple la mayonnaise, qui est quand même un condiment. Ah ouais, c'est leur sauce préférée. Ouais. T'as de la mayo partout. La mayonnaise, alors qu'ils ont des condiments très
très précis. Ils ont le furikake qui est le sésame et avec des algues. Les Japonais utilisent beaucoup de condiments, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des espèces de préparations qui assaisonnent les plats. Ça, c'est un peu particulier. Le wasabi. Le wasabi est le plus célèbre, mais le gomasio, par exemple, qui est un mélange de sel et de sésame, c'est aussi un condiment. En tout cas, voilà, il faut. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que parfois on de tout mélanger, tout mélanger et des cartes dans des restaurants. Moi, je n'aime pas un restaurant où il y aurait des sushis, de la cuisine thaïlandaise, des pad thaï, etc. Je vais dans ton sens. Si on prend la cuisine japonaise, t'as les sushis, les ramen, tout ce qui va autour du sushi. Alors c'est marrant, j'ai tous les noms qui me sont sortis de la tête au moment où je vais en parler. Les maki. Mais par exemple, il y en a. Maki, c'est japonais. Sashimi, merci. Nigiri. Et par exemple, le Rolls, ce n'est pas japonais, c'est américain. Le fameux Rolls californien. Roll californien, il s'est contenu dans le nom, ça vient des États-Unis. Hein, ça a jamais été japonais. Ce sont des influences occidentales, un peu comme le bobo dont on parlera plus tard, qui est un plat qu'on sert au Vietnam, mais sous un autre nom et un peu différent de la version occidentale, qui est un plat qu'on mange beaucoup en Europe et en France, mais qui est un peu adapté. Et c'est la même chose pour beaucoup de recettes comme ça qui sont un peu. En Thaïlande, t'as le haut-feu qui vient de pot-au-feu. Oui. Parce que les colons français voulaient du pot-au-feu. Eux, ils leur ont fait un ragoût vite fait façon thaïlandaise. Les Français sont barrés, mais le plat, il est resté. Et maintenant, c'est devenu un plat traditionnel thaïlandais. Comme le banh mi, qui est un sandwich qui mélange aussi plusieurs choses. Ouais. Donc les influences extérieures, à l'intérieur du les échanges entre pays. Et je disais, là, on va vous parler principalement, de cuisine asiatique, mais du sud-est. Est-sud-est. Parce qu'à l'ouest, vous avez aussi la cuisine indienne, pakistanaise, et ça sera le sujet d'une autre émission, parce que là, même si c'est une base de riz, on est vraiment sur autre chose, sur d'autres thématiques. Et les influences méditerranéennes, malgré la distance, ça a l'air dingue, mais il y a proche du Moyen-Orient. Voilà. Et puis il y a aussi les influences anglaises, parce que les Anglais ont colonisé l'Inde. On parle plus de cuisine orientale quand on parle de cuisine indienne que de cuisine asiatique, en fait. À mi-chemin, vraiment. Ouais. En tout cas, c'est très, très mais géographiquement, c'est le même coin, c'est un peu le même bled. Moi, je vais m'attaquer à un petit classique quand même, parce que peut-être falloir donner une petite recette, ou t'avais d'autres précisions, ouais. Le riz cantonais. Oui. Parce que je pense que c'est le premier plat que moi j'ai découvert. Alors je suis un vieux, moi, j'ai presque 50 berges. C'est quand il y avait les premiers restaurants asiatiques au Havre, c'était le riz cantonais, le grand classique. Alors le riz cantonais, je vais vous les faire vous expliquer dans les règles de l'art. C'est vraiment vrai. Fanson Canton, la région de Chine. Voilà, comme ça on a déblayé la partie géographique. Donc c'est une recette chinoise. C'était un plat du pauvre. C'était un peu un mix tout c'est du riz poêlé. La première chose à faire, c'est le riz. Déjà sélectionner son riz. Alors riz thaï, ça marche. Riz long, blanc, oui. Le reste, non, ça ne va pas. On prend pas du riz gluant, on prend pas du riz rond. C'est vraiment long ou riz thaï. Basmati, non, même pas. Non, riz thaï au mieux si on veut quelque chose de parfumé. De toute façon, on va booster le plat. D'abord, première chose, en Asie, on rince le riz. On le fait pas en France. En France, on prend le riz, on le fout directement dans la casserole. Non, là-bas, on lave le riz avant de le préparer. C'est pour enlever une partie de l'amidon. Alors, c'est la première chose. Quantité de riz, on compte 70 grammes par personne. Grand max, faut pas que ça soit un burrito, quoi. Faut pas que ça tombe trop sur l'estomac. On va prendre un œuf par personne, une tranche de jambon, des petits pois, des carottes, des oignons, de l'huile de sésame, du vinaigre. Alors on n'est pas obligé d'avoir du mirin, qui est le vinaigre asiatique à base de riz. On peut prendre un vinaigre de cidre, même un vinaigre de vin, ça marche très très bien. Moi je le fais au vinaigre de vin. Ciboulette à défaut, ou vraiment de l'oignon long type japonais. Enfin voilà, ça c'est encore mieux. Si on veut, on peut booster avec du radis blanc, le gros radis, pareil d'Asie. Daikon, ouais. Mais comment ça s'appelle? Je cherche tout. Daikon, merci. Heureusement que c'est mon Wikipédia à moi. Je le trimballe un peu partout. Du sel, du poivre. Après, pour la sauce soja, ouais, bof. Moi, je suis plus sur la cuisson qui va amener tous les parfums. On cuit son riz. Alors moi, ce que je fais d'abord cuire l'oignon, mes carottes, mes petits pois.
dans un bouillon, comme ça je vais parfumer mon eau pour cuire mon riz. Par la suite, donc je retire mes légumes à l'écumoire, je les réserve, je les pré-cuis. Alors les carottes coupées en tout petits dés, de préférence, faut que ça se gobe quoi, comme les petits pois. L'oignon. Alors moi je fais l'oignon en premier, je le retire, ensuite je fais mes petits pois carottes que je sépare, parce que je vais faire revenir mon oignon après. Ensuite je fais cuire mon riz. Pendant que mon riz cuit, je fais une omelette, toute con. Vraiment le truc sel, poivre, basique. Je la débarrasse, je la laisse refroidir, c'est pas dérangeant. Ensuite, mon jambon coupé en tout petits dés, pareil, je le réserve. Et là, après, c'est que du poêlage. Ah ouais, alors l'astuce, c'est le vinaigre, vous le mettez dans l'eau de cuisson avec le riz. Comme ça, vous allez déjà amener une acidité et quelque chose qui va donner du peps au plat. Ça vous évitera de foutre une sauce à la con. Et non, mais c'est vrai, les trucs dégueulasses quand même des fois. Ensuite, je vais faire mon poêlage, donc le wok, le fameux wok comme tu disais, ou une grande poêle de préférence. Et là, il y a un ordre de cuisson. Alors, je démarre une huile naturelle et en fait, à la fin, je parfume à l'huile de sésame. Oui, c'est ça. C'est ce que je préfère, une huile neutre au démarrage, tournesol, colza. Et je démarre donc par l'oignon. Quand il commence à blondir, je rajoute mon jambon pour qu'il ait un peu de croustillant. Ensuite, je ramène mon riz, pour qu'il soit pareil, qu'il prenne un peu le croustillant, et tout à la fin, je rajoute mes petits pois, mes carottes. La recette bonus, on peut rajouter des crevettes, tout simplement. Petite sauce qui va bien avec, alors, sauce soja si on veut aller sur le salé. Alors sachez que la sauce soja sucrée, c'est français, ça n'existe nulle part ailleurs. c'est occidental. Au Japon, vous demandez de la sauce sucrée, ils vous regardent avec des grands yeux et ils vous demandent qu'est-ce que c'est, quoi. Ça n'existe pas au Japon. Ils ont des huiles centenaires, des choses magnifiques, mais l'huile sucrée, la sauce soja, ça n'existe pas. Et sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu d'eau, un peu de sucre, un peu de ketchup, un peu de piment, huile de sésame, et je fais une petite sauce, c'est un peu la sauce pour les nems. Et ça, c'est génial, ouais. Tu mets ça sur ton riz cantonné. Puis pour les végétariens, parce qu'il faut penser à eux, on peut aussi enlever le jambon. Ça peut être très bon avec l'œuf, le carotte, petits pois, c'est très bon aussi. Tofu. Oui, mais pourquoi pas. C'est bon. Ah, tofu, alors, j'en reviendrai tout à l'heure après sur le tofu. Non, mais on fait du tofu bashing facilement. En fait, c'est surtout qu'on le cuisine mal, le tofu. Surtout qu'on n'en a pas du bon, quoi. On n'a pas du bon et on peut manger du très bon tofu. Il y a des très bonnes recettes avec du tofu. Moi, on l'aura dit, quoi. Voilà. Alors, justement, petit aparté sur, parce qu'on est sur une recette de riz, l'importance du riz selon vos préparations. Alors, je vais vous donner, il y a quand même le long, celui-là qu'on connaît, américain, qu'on connaît tous, là, avec cette boîte orange. Voilà, on citera pas de marque. Il y a du brun, il y a du sauvage, qui est plutôt noir. Le rond, alors il y a différents types de ronds. Il y a le arsario, risotto, le riz pour risotto, ou le rond pour les desserts. Vous avez le thaï, le basmati, on en parlait tout à l'heure, qui sont très parfumés naturellement. Il n'y a pas besoin de mettre une petite pointe de beurre pour rehausser le goût. Le noir, le rouge, il y a du riz japonais. Le bomba, ça je l'aime bien celui-là, c'est le riz à paella. Ouais. Hein, les gens l'oublient souvent. Le riz gluant, vous le connaissez, c'est le riz pour les sushis. Voilà, c'est truc tout con. Et celui qu'on oublie beaucoup, parce que made in France, c'est le riz de Camargue, qui est très très bon et qui est très parfumé. Et pareil, vous avez du vert, du blond, du riz noir. Et ça, c'est sympa si vous voulez vraiment faire du local. Et je connais un mec dans les Pyrénées qui fait des sushis à la truite sauvage, au saumon sauvage des Pyrénées et au riz de Camargue. Donc tout en local. Je dis ça, chapeau le monsieur, quoi. À Barège, voilà, vous cherchez Barège, il y a un petit restaurant qui fait des sushis 100% locaux, ouais. Ouais, mais je trouve que c'est bon. Et voilà, le riz, faut s'amuser avec, hein. C'est selon ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est une salade? Est-ce que c'est quelque chose de... un risotto? Est-ce qu'on cherche à avoir du crémeux, l'onctuosité? Faut bien choisir son riz selon sa préparation. Si vous voulez faire de la cuisine asiate, il y a qu'un moyen, un cuiseur à riz. Ils ont tous ça au Japon, en Sud-Corée. Ouais. C'est une cuisine. Comme nous, on penserait une cuisine, l'emplacement micro-ondes. Eux, ils ont l'emplacement cuiseur, rice cooker partout, programmable. Ils le remplissent, ils se barrent au boulot, ils reviennent, c'est chaud. Ils ont tout le temps du riz. C'est un truc de dingue. En France, ça coûte entre 50 et 200 balles le joujou. Alors 50 €, c'est vraiment discount.
vaut mieux mettre 100 facilement. Pourquoi ? Parce que vous aurez déjà un truc programmable. À 200 €, vous avez même la fiche technique cuisson, comme les Cookeo et autres machins. C'est là. trop technique, là. Non, Trop technique, ouais, non. Mais non, mais juste un truc programmable, quoi. Comme la machine à café, tu reviens du boulot, le riz il est chaud, après t'as juste à faire 2-3 préparations dans ton wok et voilà, tu t'éclates, quoi. Et le riz, il faut savoir que là-bas, même une variété, nous on dit le riz long, point. Eux, par région, le riz a différents goûts, quoi. Pour la même cuisson, ils sont vraiment hyper pointus là-dessus. Et sur la cuisson, voilà. Nous, en Europe, on utilise le riz souvent de manière... on n'a pas une culture de riz, donc c'est vrai que rares sont les gens qui savent cuire le riz. C'est souvent mal cuisiné parce que c'est pas du tout notre culture. C'est comme le thé. Je veux dire, les gens en France. C'est un produit d'importation. Voilà, hein, oui. Mais il y a une culture de riz, une culture de thé. Enfin, l'art du thé au Japon, c'est une cérémonie. Ça dure 2h30 hein, quand même. Et ça accompagne les repas. Enfin, d'ailleurs, il y a certains restaurants français, c'est intéressant. Par exemple, chez David Radgeber, dans le 14e, l'Assiette, un élève de Ducasse, qui fait des pétiviers de volaille magnifiques, etc. Enfin, c'est un grand cuisinier. Une cuisine assez française, voire bourgeoise, de très belle qualité. Et il y a une carte de thé qui peuvent accompagner les mets. Alors, c'est bien, moi j'adhère. Hein, c'est intéressant de se dire, tiens, parce qu'on aime bien boire un coup, mais de temps en temps on a envie de dire, on n'a pas envie de boire un coup, envie de se mettre un peu au vert, et au lieu de dire, tiens, il y a du coca ou de l'orangina ou du Perrier, non, il y a une carte de thé, et un sommelier qui va te dire... Le thé, c'est pas sucré, hein, c'est pas sucré, c'est pas salé, je vais pas dire que c'est neutre comme l'eau, mais ça peut passer très bien sur beaucoup d'aliments. Sur beaucoup de plats. Moi, je fais des poissons pochés au thé, je fais des trucs... Et pour accompagner un repas, pas seulement la cuisine asiatique, c'est ça l'intérêt de ce que fait David dans la c'est un astringent, enfin il y a plein de qualités dans le thé. Et donc on peut associer vraiment un repas, y compris très français, très classique, avec du thé. C'est bien, sympa. Merci Henri. Je te propose, on va se faire une petite pause musicale. C'est un feat, enfin voilà, la rencontre de Havrais, c'est Jarwan, Acousmic, machin, je crois que tu les connais bien en plus. C'est un ami, Jordan. Ouais, voilà. Et il y a quelques temps, ils ont fait une petite rencontre avec MC RYT. Alors moi j'ai son vrai prénom, c'est Rayami, bref, j'ai pas le droit de le dire. Je te laisse le fouiller, mais... un DJ japonais et cuisinier, et je trouvais que c'était le bon moment de le présenter, quoi. On écoute ça avec plaisir. Voilà. DJ が舵取り広げるテリトリービアでも片手にテリトリーブラスをぶつけ離したり昨日が今日になり回るハリーいつの間に今が一番長いようで短いライフタイムだからハイファイブ調子に乗らずに調子を良くする早朝高価なモチベーションアップしていくイメージを屋上登ったようなロケーションもしくは秘密基地裏がりプライベートゾーンでハイテンションシリアスだったりまったり食ったり一周回り上がりメイクして迷惑かけない形でもちろんメイクして見えない中に隠すリスペクトメイクして歩いた道が面白くなるとレックして素直な気持ち直のインパクト期待した分損するメカニズム浮き沈む心躍る期待しない分軽くなるつまり生産的で感覚が出るその自由なところは静かに考えるより先に出す考えない分考えても出ない表現方法芸術誰が読んだか柔らかい頭をほぐしたいツボ押しマッサージハマる言葉蒸気機関車 T51 通称手ご一どこまでも走るシュートボーイ山越え谷越え垣根を越え集まる声弾ける声無手さりげなく応援メイクして迷惑かけない形でもちろんメイクして見えない中に隠すリスペクトメイクして歩いた道が面白くなるとレックして素直な気持ち直のインパクト浴びればブギウギ続き始めるハートが武器覗きたい続きにウキウキこっそり夜中にトゥビトゥビ音楽浴びればブギウギ続き始めるハートが武器覗きたい続きにウキウキ誰も彼も取りつかれるミュージック手放せる気がしないよ寝ても覚めても流れる終日選び方お変わり可能気分に合わせる服みたい自由自在にかける魔法俺の
繋がる曲それではかけてみる Here we go Makeして迷惑かけない形でもちろん Makeして見えない中に隠すリスペクト Makeして歩いた道が面白くなると Makeして素直な気持ち直のインパクト Wow Yes yes Showa Orchestra RYT Sambat Beats House LH Breakbeats B-Boy B-Guy Alright Yes sir C'était Cheer Song de MC Rit chez Beats House Records chez Jarwan, voilà le truc qui peps, plus Cheer Song quoi, santé, voilà, bon, avec modération, toujours comme d'habitude, voilà. Oui, je l'ai dit en introduction, les restaurants du Havre, bah le petit Tokyo qui a disparu, ils ont pris leur retraite. Oui, notre ami Lane, qui était là depuis quelques années. Et qui faisait, plus de 30 ans, monsieur. Voilà, plus de 30 ans. Qui n'était pas japonais, il était vietnamien, mais ça, on peut. Alors, tu sais, c'est toujours très intéressant parce qu'on se dit, oui, il faut être. C'est marrant parce qu'à la fois, on est très impressionné que des Japonais puissent être étoilés en France et faire de la cuisine française, mais on refuserait qu'un Vietnamien puisse servir de la cuisine japonaise. Alors qu'en fait, on peut très bien être espagnol et faire de la cuisine. Je connais son histoire, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Ce monsieur avait travaillé chez des grands patrons, dont un qui avait un maître sushi, et ce maître sushi, il l'avait formé. Il a embarqué sa femme, tout. Enfin, c'était au Vietnam, en Asie, où il travaillait chez des grands patrons, quoi. C'est comme un majordome, en fait. Il était chef dans une grande famille. Et il a dit, oh putain, c'est bon, j'ai assez de pognon, on va faire carrière en France. Il arrive à Paris, il dit, il y a un peu trop d'asiatiques à mon goût, on va aller un peu plus loin. Et lui qui adorait la mer, il a choisi le Havre. Et il s'est marié à une Havraise. Au final, ouais, il y a une histoire de divorce et tout. Hein. Enfin, je peux pas tout dire non plus. Mais en fait, oui, voilà, il s'est retrouvé avec une Havraise et ça a cartonné. Et, le petit Tokyo, c'était un truc de dingue. Il préparait vraiment, comme au Japon, devant toi les sushis. Ah oui, c'était une très belle adresse. Ah ouais, très super. Ouais. Et pourquoi quartier Saint-François ? Parce qu'il avait le petit port juste à côté, quoi. Il allait chercher son poisson vraiment de façon traditionnelle. C'est pas vraiment Saint-François parce que c'est de l'autre côté du pont. Ouais, c'est de l'autre côté du pont. Ah. Ouais, c'est. Faut être rigoureux. Oui. C'est maintenant, c'est rue, je sais plus le nom de la rue. Maintenant, c'est des brochettes. C'est des brochettes. Et à côté, il y a un très bon chocolatier. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Monsieur Ruiz, qui fait du chocolat à un très très haut niveau, juste à côté de cet endroit-là. C'est vers le quartier Saint-François, mais je crois qu'on est encore dans le quartier Notre-Dame. Ouais, voilà ça. Oui, c'est ça, quartier de Notre-Dame, juste derrière. De l'autre côté du pont, mais tu sais, à une rue près, on n'est pas à Saint-François, il faut être exact. Voilà. Alors, le petit Tokyo, il y en a d'autres qui subsistent. Il y a le Palais Impérial, le Traiteur Royal. Alors, je ne connais pas, moi j'ai très peu d'adresses que je fréquente. Aristide Briand. D'accord. Voilà, alors eux, c'est des vieux, de la vieille, ils sont là pareil depuis 30-40 ans, vraiment cuisine chinoise, là on est vraiment sur la cuisine chinoise, des institutions, enfin voilà, traiteur, il y a le Saigon aussi, qui est un vieux resto... Pas restaurant, c'est ce traiteur là. Traiteur, ouais. Rue d'Étretat, ou rue du président Wilson, je ne sais plus. Alors, c'est pareil, c'est des vieux de la vieille. Mais il y a aussi, il y a plein de petits nouveaux. Alors, je vais vous faire une liste, je vais faire mes préférés d'abord. Alors, moi, il y a Asian Kitchen, cuisine thaï, Lamian, cuisine chinoise, Saveur Thaï, le nom, voilà, on a l'origine. Chef Panda, tu nous en parleras un petit peu plus après. En sushi, j'aime bien le Fujiya Sushi à la gare. Alors, pour une simple raison, c'est que je les ai vus couper le poisson. Voilà, il y a les cuiseurs de riz sur le côté. À l'hôtel Nomade. Ouais. Et c'est fait, on sait que c'est fait sur place. C'est pas des trucs surgelés qu'on vous balance en rayon. Le Miyaki, c'est au doc. Pareil, je les ai vus bosser, c'est fait en cuisine et ça j'aime bien. Et voilà, il y en a plein d'autres. Alors je vais les citer quand même. Il y a le Faux Viet. L'adresse du centre-ville n'existe plus. Elle a été remplacée par une sorte de pizzeria kebab. Ah mince. Celle qui était près de l'ancienne UMN, là, qui est dans le grand cratère maintenant qu'on voit. Eux, ils ont fermé. Je crois qu'il y a toujours une antenne du côté du rond-point, mais à vérifier.
Je l'ai dit, Wikipédia, mais Google Maps, en plus, il fait les deux, quoi. Il y a Kitsu Ramen, Sushi First, j'ai vraiment été chercher les noms. Il y a Japan Samurai, les noms, Nagoya, Sushi Makers, Japon Osaka, Sakura Sushi, Anami Sushi, Kimchi, le Saigon, je l'ai dit. Kimchi, c'est coréen, hein. Ouais. Pitaya Thai, alors ça c'est une chaîne de... C'est à Coty, ça. Ouais, c'est à Coty. Il y a Booba Coffee, enfin il y en a plein sur... Et là je parle que du Havre, hein. Donc même dans les petits bleds, il y a souvent un petit truc asiatique. Enfin, on en revient toujours au même, quoi. C'est comment les choisir. Je l'ai déjà dit. Privilégier les produits frais, fait maison. Parce que les sushis, ça doit être fait maison et pas des trucs qui arrivent surgelés, hein, malheureusement. Ça se voit à la texture, quand c'est un peu poisseux ou pâte, ça fait papier carton dans la bouche. Souvent ça n'a pas de saveur. Et puis surtout, il faut aussi sélectionner plutôt, je trouve, des adresses qui font pas tout en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, moi je préfère les tout petits un peu planqués, voilà. Quoique je viens de citer celui de la gare où on a l'impression que c'est immense, hein, celui de la gare. Mais voilà, ils ferment une partie de la salle, ils ouvrent selon l'affluence et il y a toujours du monde, quoi. Déjà ça assure la fraîcheur des produits. Toi, t'as une adresse, Henri, tu me disais? Moi, j'ai les adresses préférées que je peux conseiller. Chef Panda, que je connais Chef Panda, l'Amiane que j'aime beaucoup, les nouilles tirées à la main, ça c'est au Palais de Justice. Ouais. Vraiment, je conseille l'Amiane, c'est très très bien. Chef Panda, c'est la cuisine du Sichuan. Tu sais que quand on dit cuisine chinoise, c'est un territoire énorme et donc il y a des cuisines assez différentes selon la zone géographique. La cuisine de Sichuan avec la cuisine du Yunnan, c'est une des deux cuisines chinoises vraiment assez fortes en piment. Et avec certaines spécificités, notamment l'ail, notamment la cacahuète. Et on peut trouver une adresse, le Chef Panda, qui est en face de notre ami, on te salue, notre ami Alain du Cyclamen, qui fait partie même plus des... La Romerie, voilà, le Big Boss en cocktail, des mixologues. Des mixologues et une légende du Havre, notre ami Alain Gabriel. Donc en face de la Romerie du Cyclamen, il y a le Chef Panda, qui est une cuisine authentiquement sichuanaise, donc assez basée sur le piment plutôt relevé. Pas mal de cuisson au wok justement, et très authentique. Alors ils ont l'intelligence pour les palais pas forcément éduqués européens et français et havrais, où on est plus habitué au beurre et à la crème, de proposer disons une gradation dans le fait de pimenter. Ils vous demandent léger, moyen ou fort. Et alors je peux te dire que moi qui ai déjà quand même une bonne propension à avaler du piment, quand je prends moyen, ça secoue déjà. Ça secoue déjà. Si vous n'êtes pas familier du piment, demandez léger parce que sinon vous... C'est un de mes... j'adore le piment et j'avoue que c'est quand même... le Chef Panda, c'est fortement relevé. Ouais, mais on peut demander un peu moins. Il y a des plats qui le sont pas trop, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas mal pour les amateurs de piment. On va saluer d'ailleurs, j'en profite pour saluer notre ami Joseph de LH Hot Peppers qui fait pousser des piments en Normandie. On n'est pas des sauvages sur Facebook, là, il faut suivre ça. Il est dans les nouvelles récoltes là, et il a pété un plomb, il a encore augmenté le nombre de piments. Enfin, il va nous sortir 70 variétés. Ouais, il a énormément de variétés. En plus, il collectionne, s'échange les graines avec d'autres pour avoir un maximum de variétés. Les piments, c'est comme les vignettes de Panini, tu sais, ça s'échange. C'est ça. Et bonjour à toi, Joseph. On pense à toi parce que t'es quand même un vrai cinglé de faire pousser du piment chez nous. Mais il est très très doué. Bon, ça va avec le réchauffement de la planète. Ouais. Et puis il a tout bon. Non, mais en plus, moi, il m'a fait j'ai eu la chance qu'il me fasse une dégustation. On est parti du tout léger jusqu'à... Il y a des Carolina Reaper qui a été longtemps le piment le plus fort. Tu sais que les piments, la force se calcule sur une échelle de Scoville et c'est en unité Scoville. Et Carolina Reaper, c'était détrôné depuis, mais jusqu'à il y a 2 ans, c'était le plus fort du monde avec plusieurs millions d'unités Scoville. Moi, j'arrive à en manger, mais je peux te dire que... Une pointe de couteau, déjà, tu t'en souviens. Il y a une émission à la télé comme ça où ils bouffent des piments. Hot Ones, oui. Ouais. Tu manges de plus en plus. Mais on pourrait le faire la prochaine fois si tu veux. Non. C'est détonnant ça. Ta recette préférée, tu me disais, le boboon. Alors, une des recettes que j'aime bien, c'est le boboon. C'est un plat qui a vraiment les faveurs en France, on en mange, ils s'en consomment énormément. Il y a une petite adresse d'ailleurs, on n'a pas cité, qui fait un très 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 bon boboon. Alors tu vois, tu dis que je suis Google Maps, mais là je ne saurais pas. Si, c'est rue de l'Amiral Mouchet, ça y est. Non, tu vois. Rue de l'Amiral Mouchet, un peu plus loin quand on vient du tabac le Narval, sur la gauche, un peu plus loin, il y a un rond-point.
près de notre ami Menu Délices qui fait du portage de menus à domicile pour les seniors. Juste à côté, c'est une petite échoppe qui fait notamment des bobounes et des pad thai. Le boboon, c'est un plat, c'est une salade d'abord, c'est vietnamien. Alors on l'appelle boboon wei, bun bo, bun bo cha, enfin bref, il y a plusieurs variantes évidemment. En France, on appelle ça boboon. C'est généralement une recette avec des vermicelles de riz. Tu sais comment on fait les vermicelles de riz? C'est très simple, on prend du riz, on prend de l'eau, on fait une pâte et ensuite on lamine ça. C'est comme ça que ça se fait en Asie et ça te fait des vermicelles de riz. Il y a vraiment si vous ratez la cuisson de votre riz, vous obtenez une pâte. Voilà. Vous la mettez dans un laminoir, et vous faites des vermicelles de riz. Vermicelles de riz, salade, concombre, carotte en général, coriandre beaucoup évidemment, menthe, bœuf en lamelles au wok, sauce poisson en général. Un petit peu de sucre de palme, tu sais, les gros galets de sucre comme ça qui donnent le côté un peu sucré mais plus intéressant que le sucre blanc. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des nems croustillants. Et ce que j'aime bien dans cette recette, c'est simplement qu'il y a à la fois du chaud et du froid, puisque les nems et le bœuf sont chauds, mais les concombres, la carotte sont servis froids. Et du cru et du cuit. Donc on a à la fois un contraste de cuisson, de texture, de chaleur. C'est très intéressant. Tu as la fraîcheur des herbes et tu as en même temps le croustillant et le gras du nem, parce qu'un nem c'est assez gras, mais c'est contrebalancé par la carotte, la fraîcheur du concombre, de la menthe et tout. Ouais. Donc on a à la fois du chaud, du froid, du cru, du herbacé, du carné. C'est très. Alors il y a des différentes variantes. On peut le faire en végétarien, on peut le faire. Au Vietnam, c'est vraiment en général un plat de petit déjeuner et ça se fait invariablement avec du porc. Alors soit du porc qui peuvent être de la poitrine, qui peuvent être des galettes de filet mignon. Enfin bref, c'est plutôt un plat de porc, c'est plutôt un plat assez populaire de rue. C'est pas un plat de grande gastronomie vietnamienne. C'est un truc c'est un truc de street food. Le matin, au lieu de prendre ton café croissant, tu prends un boboon. C'est plus intéressant. T'es parti pour la journée. T'as des oligo-éléments, t'as des vitamines, t'as des protéines. C'est hyper complet. C'est un plat complet, voilà. C'est comme une salade du Périgord, quoi. T'as du gras, du croustillant, du cru. Mais moi je trouve qu'en cuisine, tu sais, le contraste de texture. D'ailleurs, c'est une des spécificités de la cuisine asiatique en général. Pour le coup, si on revient aux généralités, c'est qu'ils aiment bien travailler sur des oppositions. Nous, en France, en Occident en général, on est plutôt à faire les choses dans le même sens. Tu vas faire une continuité une homogénéité dans les saveurs et dans les textures, c'est-à-dire que tu vas dire je vais faire un filet de bœuf sauce périgueux, ça va être des choses qui vont aller dans le même sens. Tu vas pas dire tout d'un coup je vais mettre un jus de citron vert, quoi, tu vois. Alors qu'en Asie, ils aiment bien jouer sur le contraste, c'est-à-dire que t'as du sucré mais il faut de l'acide, t'as de l'amertume, il faut, etc. Et on joue sur du ping-pong. En France, on est plutôt sur de la cuisine qui reste dans le même sens, linéaire, plus linéaire et moins sur le contraste. Moi, mon gros kiff, dans la cuisine asiatique, c'est le poulet général Tao. Alors, on va expliquer parce que c'est franc. Prenez une poitrine de poulet, un blanc de poulet, quoi, un bon poulet quand même, on va pas taper dans le dégueulasse. Coupé en petits cubes. Ensuite, je mets ça dans une petite. On va faire une petite panure. Donc œuf fariné. Ensuite dans l'œuf battu. Et ensuite, là, je prends pas de la chapelure, je prends de la fécule, genre fécule de maïs, fécule de pommes de terre, fécule de riz, c'est le top, farine de riz. Ensuite, ça, je vais le faire frire jusqu'à la cuisson. Alors, si je veux pas que ça soit trop gras, je fais une belle coloration et je finis la cuisson au four. Ça garde le croustillant et le côté gras sans être trop chargé en gras. Parce que des fois, la panure va cramer pour arriver à la cuisson à cœur. Donc, privilégier des tout petits morceaux. Et surtout, après, c'est la petite sauce. Alors, on peut faire la sauce, on peut faire mariner la viande avant dans la sauce. Moi, je fais, 2 cuillères à soupe de sauce soja pour un blanc. Un beau blanc de poulet, ça fait pour 2 personnes normalement. Je fais 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de vinaigre. Alors myrrhine ou vinaigre d'alcool ou vinaigre de vin, comme je disais, c'est peu ou pas important. Sauce soja, 1 cuillère à soupe de sauce Nyokman ou huître. Aussi, ça marche bien. J'ai essayé aussi avec de palourdes. Alors c'est québécois, je sais, mais ça matche bien. C'est au niveau des goûts, c'est assez cool. Alors, en plus, c'est une recette chino-américano. Ça mondialisé. Oui, c'est comme on le disait, hein, c'est des échanges culturels. Il manque quelque chose là-dedans. Il manque du sucre, une bonne pincée de sucre. Je mélange ça, je mets mon poulet à mariner.
Moi, je préfère pas. Ce que je fais, en fait, je balance ma sauce directement dans une poêle et je fais revenir mes morceaux de poulet. Comme ça, le poulet a vraiment le goût de poulet. Tu vois, alors, c'est marrant parce que tu te fais chier à faire un truc croustillant qui va ramollir dans la cuisson, dans la sauce derrière. Et pourquoi le sucre? C'est pour essayer de le caraméliser un petit peu, et le côté sucré, ouais, là, j'avoue que c'est assez kiffant. J'aime bien le faire avec du sucre de caroube. Ça, c'est... généralement, je mange ça avec des nouilles sautées. Et généralement, je fais des nouilles nature, quoi. Allez, peut-être de l'oignon, mais basta, quoi. Nouilles sautées à l'huile de sésame et... Parfait, ouais, ça. Cool, ouais, c'est le poulet général Tao, ça, c'est vraiment... Et tu vois, j'en ai des poils, quoi. j'en salive. Alors sinon, où trouver des recettes? Moi, j'espérais l'avoir en interview, mais c'est promis, je vais essayer de l'attraper pour une autre émission. C'est celui que j'adore, c'est le riz jaune. Alors, de son vrai nom, Tai King Liu. Son prénom Liu et son nom Tai King. Ça fait prétentieux, je trouve, le roi thaïlandais. Non, c'est un grand YouTuber à 300 000 abonnés. Vous pouvez le retrouver aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook. Et surtout, alors, il vulgarise la cuisine asiatique. Sa chaîne YouTube est vachement bien faite. T'as Laos, Thaïlande, par type de que le bœuf, que le porc, que les légumes, les desserts. Enfin voilà, c'est vraiment bien segmenté, partitionné. Donc on retrouve très facilement les recettes sur YouTube. La vidéo fait 5 minutes, quoi. C'est pas prise de tête. Il fait ça dans sa cuisine, donc c'est pas du matériel de fou non plus. On voit bien que c'est quelqu'un qui fait ça avec générosité, quoi. C'est dans ma cuisine, tac, tac, tac. Il va t'expliquer comment faire des chips de crevettes, en partant de vraies crevettes, et pas un truc polymérisé. Et bizarrement, ça fait la même chose, ça fait popcorn dans le truc. Non, il est magnifique, le mec, il bosse super bien. Et si vous voulez la version plus pratique, c'est-à-dire les bouquins, il a quand même 3 titres à son actif qui sont en vente. Vous avez le riz jaune cuisine pratique, le riz jaune street food d'Asie, et le riz jaune, alors c'est un hors collection, le bao. C'est un peu les burgers, c'est les pains cuits vapeur, les bao burgers, on appelle ça. Je vous conseille le Pattaya, justement, qui fait son pain lui-même à la vapeur. Ils font tout maison. Pattaya, je précise bien, pas Pitaya, c'est Pattaya. C'est une ville en Thaïlande, Pattaya. Voilà. Et ouais, c'est moi j'adore ce genre de cuisine. Et ouais, le riz jaune, je me régale, quoi, à chaque fois, et je refais les recettes. On a vraiment envie, parce qu'on a sensibilité de se dire ouais, c'est simple, c'est faisable, c'est accessible. Et le poulet général Tao, c'est à cause de lui, quoi. C'est mort. Alors si vous êtes sur YouTube, vous en profitez après le riz jaune, vous pouvez, si vous voulez rigoler. Moi, il y a un YouTuber que j'adore, mais alors il faut être anglophone parce qu'il s'exprime en anglais, mais on doit pouvoir trouver du sous-titrage, mais c'est moins drôle si on comprend pas l'anglais. C'est Nigel Ng, qui est un humoriste malaisien, qui s'appelle Uncle Roger, et qui s'est fait connaître maintenant, qui a aussi des centaines de milliers, si c'est pas des millions de followers. Il s'est fait connaître il y a quelques années en faisant du bashing d'une vidéo de la cuisine BBC anglaise, et d'un riz frit, le fameux egg fried rice, le riz frit aux œufs, qui est un peu le riz cantonais, qui était mal fait. Et depuis, il s'est fait une spécialité, c'est un humoriste, hein, de critiquer la façon occidentale de faire le riz frit, notamment. Et alors, il appelle Jamie Oliver son ennemi mortel. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de recettes de Jamie Oliver, quoi qu'on pense de Jamie Oliver comme cuisinier, mais c'est vrai que il y a parfois des recettes de curry rouge, choses comme ça, où il utilise des choses qui sont pas du tout locales, et donc il en fait enfin, il fait beaucoup d'humour avec le fait voilà, il appelle Jamie Oliver Jamie Olive Oil, parce qu'il est vrai que Jamie Oliver parfois utilise de l'huile d'olive pour faire de la cuisine asiatique, ce qui est un ingrédient qui est absolument pas normal. Arachide, donc Uncle Roger, c'est le personnage qui est de Nigel Ng. C'est assez drôle si vous voulez voir quelqu'un qui se moque de la façon. Il a une phrase qui est "Do it the right way, not the white way". Faites-le de manière juste, pas de la façon blanche, parce que c'est très drôle. Et donc voilà, si vous voulez rire, Nigel Ng, Uncle Roger, que des vidéos sur du riz frit, et à chaque fois il fait des arrêts sur l'image pour dire non, on fait pas comme ça. Notamment le riz, tu l'as pas dit tout à l'heure, mais normalement le riz frit se fait avec du riz de la veille. Ouais, c'est meilleur, ouais. On le cuit et on n'utilise pas, voilà. Alors dès que quelqu'un utilise du riz du jour même, il en fait des gorges chaudes, parce que normalement on utilise du riz qui est dans le cuiseur généralement, ou qu'on a oublié, enfin qui est justement pas. Moi je rajoute du vinaigre pour qu'il ait cette
petite acidité et cette Tu sais, petite c'est toute la fermentation. cuisine des restes, justement. en fait. Il y a des choses qui sont meilleures, notamment le pain perdu. Aujourd'hui, on fait ça avec de la brioche fraîche, on fait des plats de riches. Mais l'intérêt du pain perdu, c'est que le pain est rassis. Oui, Et dur. c'est avec ça, voilà, on peut même faire de la pâte à crêpes. J'ai vu ça, c'est très. Il y a un chef qui fait ça, c'est intéressant. Au lieu de prendre de la farine, tu mets les œufs, le lait Ouais, et tu du mixes. vieux pain, tu mixes et ça te recycle ton pain de manière intelligente. T'as du vieux pain, tu fais une pâte à crêpes. Et le pain perdu, c'est bon avec le vieux pain. Et le riz frit, le riz cantonais, c'est bon normalement avec du riz vieux. Il y a plein de choses qui sont bonnes quand c'est recyclé. J'ai recyclé mon riz, la salade de. Mais enfin bon, bref, je parle pas de mes vacances. Mais c'était ça. Quoi. C'était bonne tes vacances? Ouais, c'était bien. C'était pas mal. On a mangé un riz cantonais hier soir, tu vois. Et justement, tu l'as dit, les bons produits pour faire les bonnes recettes. Et j'ai trouvé 2 épiceries au Havre. Il y en a une, c'est la légendaire à Hwaseong, au rond-point, Oui, à Richibruyant. voilà. Là, il faut aller là. C'est ouvert le dimanche en plus, pas le lundi. Ne vous trompez pas, mais le dimanche, quand les dimanches sont pluvieux et qu'on s'ennuie un petit peu pour pas dire autre chose, on va chez Hwaseong et là il y a des produits créoles. Il y a même de la queue de cochon en saumure si on veut faire des plats créoles. C'est spécial, hein, mais voilà, il y a des boucanés, il y a des herbes fraîches à gogo. Même les conserves, allez voir les conserves si vous voulez de la mangue. Ils ont des tueries qui viennent vraiment. Ah ouais, il y a c'est. du kimchi, qui est le condiment coréen que j'adore. Moi, le chou, c'est, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le kimchi est dans les 5 aliments les plus sains du monde parce que c'est lacto-fermenté, tu sais, c'est très intéressant. C'est du chou, du piment, de l'ail. Ouais. Donc ça. Tu te rajeunis l'organisme et tu éloignes les importuns en plus, parce que quand t'as mangé ça, personne ne veut te parler. Tu m'étonnes. Et il y en a une petite épicerie un peu plus loin, rue Aristide Briand, qui s'appelle Hwaseong. Alors, c'est Hwaseong, ça. C'est ce dont je parle. Ah, celui-là, oui. C'est Hwaseong, H-O-A. Alors, celui-là, il est rue Aristide Briand. Oui, c'est ça le plus grand. Sinon, il y a la The Food Store au rond-point, directement. D'accord. Mais Hwaseong, moi, je vais là. C'est là où je disais, c'est ouvert le dimanche. Voilà. C'est pas loin. C'est 2 institutions. Et vraiment, on trouve tout. Hein. Moi, je cherche de la gare à gare et le moins cher, c'est chez eux. C'est du vrai, hein, c'est voilà. Et il y a la gare à gare du Nord et Saint-Lazare, faut pas confondre. Je voulais éviter le sujet du tofu, mais voilà ce qu'on disait, il faut du bon tofu, faut aller dans ce genre d'épicerie pour aller trouver les bons produits. Et puis savoir le cuisiner, mais il faut arrêter de dire que le tofu c'est pas bon parce que c'est un pâté de soja, on va expliquer un petit peu. Et après c'est plus ou moins fermenté. Alors il y en a même du chevelu, ils appellent. Il y a du soyeux, il y a du soyeux, voilà. Et il faut savoir le cuisiner. C'est comme nos fromages de chèvre. Voilà, c'est un aliment un peu. T'as le frais jusqu'au qui fait peur. C'est pas un aliment qui a du goût en soi, c'est un aliment. Moi, tu sais, j'ai une distinction entre les aliments que j'appelle un peu support et les aliments qui ont un goût. Par exemple, une sardine, c'est un aliment qui a du goût en soi-même. Un cabillaud, c'est pas un aliment très puissant. C'est bien avec une sauce, voilà, un peu neutre. Le tofu, c'est pas un aliment qui a c'est un peu neutre. Mais si on le cuisine bien, si on le marine avec de l'huile de sésame, avec des graines, des cacahuètes, et qu'on en fait quelque chose. Il faut lui mettre un coup de pied au cul. Il faut le transcender, il faut lui mettre un coup de pied au cul. Mais ça peut être très agréable et c'est une bonne alternative pour les végétariens, encore une fois. C'est quand même une bonne source de protéines et ça peut être très. Au chef panda dont on parlait tout à l'heure, le nom, mais tu vois, je ne suis pas, je suis pas si hypermnésique, le nom m'échappe, mais il y a un plat célèbre de la cuisine de Sichuan avec du tofu, un plat totalement végétarien qui est absolument délicieux parce qu'on a cette texture un petit peu douce et fondante du tofu, c'est très bon. Et non, mais c'était pour dire, voilà, le tofu. Moi, il y a certains plats asiatiques qui passent pas. Hein. Moi, qui suis fan du Japon, les haricots rouges gluants en dessert, là, non, ça passe pas. Ça fait des fils. Les desserts en Asie, en général, c'est pas leur point fort. Comme les desserts japonais, c'est un petit peu comme. Il y a certains trucs assez sympathiques, mais généralement, eux, c'est plutôt des bonbons. On a fini de manger et c'est pour finir sur une petite pointe sucrée. Comme on parlait de la cuisine orientale, on mange le sucré au début du repas pour se donner faim, parce que c'est eux qui ont raison, au final, il faut manger sucré au début, parce que ça donne de l'appétit. Mais il y a des trucs qui passeront pas, moi, les œufs centenaires, enfin les trucs... la méduse, t'as déjà mangé de la méduse ? Ouais, ça va. Mais parce que c'était archi cuit et tout, machin, mais... Volontairement, je veux dire. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, mais à côté de ça, il y a d'autres trucs que je kiffe, hein, le canard laqué, les travers de porc au caramel, les ramen, le porc croustillant, ça c'est le truc, voilà, faut le mettre
en saumure, machin, salé, dessalé, La enfin. couenne, oui. Ah ouais, pour avoir une belle couenne, les nouilles sautées, les yakitori, tu sais, les brochettes de bœuf au fromage. Là. Alors c'est invention occidentale, mais du coup ils aiment bien en Asie quand même, c'est pas mal. C'est totalement inventé ça. Mais tu sais, c'est un peu comme la cuisine Tex-Mex. Les gens pensent souvent que les burritos, les enchiladas, tout ça. Moi c'est je pas sais mexicain, je ça. sais que t'aimes pas ça, mais moi j'adore les mochi quoi, la pâtisserie japonaise. Ouais, là, le gluant, t'as un bec sucré, toi. Ah ouais, moi j'ai la gueule sucrée, c'est hyper sucré. Les mochi à la mangue là. Non mais c'est des plaisirs. On dirait une babouche mouillée, comme dirait Morgane Malka. On se salue, mais Morgane, il dit souvent une babouche mouillée quand il parle du feuilletage. Mais les mochis, c'est consistance un peu. Oh, comme les, Ouais, remarque, c'est comme notre les, guimauve. comme les perles de Ouais, coco, c'est comme les ça. moules coco. Là. Moi j'aime bien, c'est bien les boules coco, là, Ah, bah, qui- tu vois. un peu tiède. Ouais, voilà. Tu vois, il y a des trucs quand même sympas. Mais alors, par contre, tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on boit? Parce que c'est bien, on parle de solide depuis le début. Le thé, voilà, tu l'as dit. Le thé, la thé bière. vert, le thé noir, thé vert, thé noir, thé blond. Thé au jasmin, c'est merveilleux. Le thé au thé noir jasmin. de Chine, un thé vert du Japon, à bergamote ou Un pas. thé soufflé, Hein, par exemple, un genmatcha qui est un thé japonais. Thé froid, hein, les bubble tea, ça a cartonné l'année dernière et je pense que ça cartonne encore un peu parce que je vois que... Je pense qu'heureusement c'est un peu derrière nous, mais bon, ne crions pas victoire trop vite. J'ai essayé d'en faire maison. Fait maison, c'est sympa parce que j'ai goûté beaucoup de trucs qui étaient pas terribles. Pour rester dans les softs, il y a un truc que j'adore, moi, c'est le mogu mogu. C'est avec le petit goût une de- sorte de soda. Non, ça n'a Non, pas de bulle. C'est une boisson aromatisée aux fruits généralement. Même barbe à papa, Chimique à chewing-gum, fond. voilà. Ah ouais, c'est chimique avec des copeaux de noix de coco Ouais. là qui est Un le côté gluant. sirop diabétique, tu bois ça, toi, mais... Ah ouais. Non, sinon le pire c'est t'as le ramouné. C'est pas bien ramouné, c'est la limonade japonaise. Oh, c'est que du sucre quoi. Tu rhabilles Coca et Pepsi, tu les rhabilles avec le ramouné. C'est une honte. T'as une bille de verre. Je sais toujours pas à quoi sert cette bille de verre là-dedans. Enfin bon. Tu bois ça, toi, Michel. Ah ouais, moi j'ai une gueule Quand on sucrée. donne ton sang, c'est T'as du, vu, j'ai c'est un du, profil. c'est du glucose qui sort, alors. Oui, toi. voilà, moi je suis une fourmi citerne, tu vois, c'est que du sucre. J'ai un profil quand même. Non, moi, je kiffe bien le thé, j'avoue. Thé glacé, ouais, c'est en mangeant asiate. Les bières aussi. Bien sûr. Alors c'est des bières de soif. Les amateurs de bière vont dire c'est pas de la bière. Non, c'est des bières pour C'est blond entre 4 et 5 degrés. Ouais, c'est ça. Que ce Il faut soit pas là. oublier qu'il fait très chaud aussi chez eux. Bien hein. sûr, et puis C'est avec donc, des choses très relevées, tu sais, quand tu bois Voilà, tu c'est manges de la le- cuisine thaïlandaise, t'as pas besoin de... C'est comme les bières espagnoles ou italiennes, c'est des bières de soif. C'est des bières de soif. Elles sont là. Avec modération, hein, je m'entends Mais bien. ça il y a fait quand 5 même, degrés, donc... Ouais, voilà, c'est des bières blondes 4-5 degrés. Voilà. Alors la Tsingtao, la Kirin, Singa, les bières japonaises, c'est Singa, pareil. ouais, voilà, la Singa, pour les plus connus. Ils font pas que des trucs trop dégueulasses non plus en Asie. Il y a les whisky japonais. Oui, bien sûr. Alors, qu'on avait perdu et qui reviennent maintenant, ils ont compris qu'il fallait faire de la qualité. J'ai pu goûter des rhums de Malaisie. Ils se démerdent bien sur la canne à sucre aussi. Philippins. Philippins, ouais. C'est voilà. du rhum de mélasse, souvent, enfin, presque tout le temps. Oh non, il y en a du bon, ouais. Non, Alors, mais mélasse veut pas dire mauvais, c'est pas des rhums de canne pure, c'est plutôt des rhums Si, ça existe, des Ah ouais. rhums de canne pure. D'accord, Ouais. ok. Malaisie, ouais, j'en ai eu un de canne pure. Alors, première presse, c'est comme l'huile. Première presse, c'est très bon. La deuxième presse, c'est pour les machines. C'est pas fait pour être consommé. Voilà, c'est la mélasse. Je suis obligé de citer la marque, mais Bacardi, c'est pas un rhum créole, c'est un rhum allemand qui rachète de la mélasse de canne à sucre pour fabriquer du rhum. C'est pour ça qu'on trouve ça souvent dans les boîtes de nuit, parce que c'est pas cher et que c'est pas bon, quoi. Je le dis ouvertement. Donc, je leur fais pas de la pub, hein, tu vois. Je vais me faire taper sur les doigts, mais je m'en fous. Il y a un autre truc aussi, c'est le saké. En fait, j'ai jamais eu l'occasion d'en goûter. Déjà, c'est du vin, contrairement à ce que pensent les gens, ça fait C'est pas 13-14 distillé. degrés. Parce que la petite goutte d'alcool qu'on vous donne à la fin du repas... Non, ça c'est du C'est- Mekwelung en général. Voilà. Le saké, moi j'en ai eu au Saint-Amour, donc je peux t'en parler. Le Genmaisha, le vrai, le Putain, il est Junmai. bon. Le vrai Ouais. saké, le Junmai, c'est un saké qu'on peut boire, certains à température ambiante, certains chauffés. Les Japonais d'ailleurs utilisent le mot hot saké, c'est-à-dire chapeau. Moi j'avais des saké warmers, donc ce sont des espèces de bains-maries où tu mets de l'eau chaude et tu mets ton saké et ça se boit à 20-25 degrés. C'est pas les mêmes, mais dans tous les cas c'est du riz poli qui n'est pas distillé, qui est fermenté. On appelle ça des brasseurs. D'ailleurs les brasseurs avant la guerre au Japon étaient très puissants.
Et après la guerre, ils ont été un peu dégommés et ils ont changé la recette parce qu'il n'y avait pas assez de riz et pas assez de brasseurs. Mais on parle de brasserie, on parle de brewing, on parle pas de distillation. C'est pas de l'alcool fort. Ça fait entre 8, 10, 12, 15 degrés un saké. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai bu ça avec des fromages de chez nous, Pont-l'Évêque, Livaro. Tu vois la cuisine fusion, tu vas y venir. Non mais tu as des accords avec des sakés et des fromages. Tu vois, comme quoi les choses qui peuvent sembler très dissemblables, ça marche parfaitement bien. Tu prends un vieux Livaro et un bon saké servi à température. C'est magique. Comme tu vois, comme tu pourrais boire du cidre avec ton poulet Général Tao, tu pourrais très bien imaginer un cidre. Tiens, c'est pas con ça. Je viens de te donner une idée. Tu me donnes des idées, c'est chouette. Retrouvez le podcast de cette émission sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, iTunes, Google, etc. Et sur west-track.com. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook où vous pouvez partager vos recettes de cuisine, vos producteurs. Il y a une petite dame justement qu'il va falloir que j'attrape sur ma page Facebook, sur notre page Facebook, parce qu'elle publie régulièrement des très beaux produits français, la cacahuète française. Enfin voilà, elle va chercher des trucs franchement sympas. Je vais essayer de l'avoir au téléphone, ça serait cool. Des offres d'emploi. Ça commence là, il y a les restaurants de la plage qui se montent, ils cherchent du monde. À Saint-Jouin aussi, ils cherchent du monde pour les saisonniers. Même, il y en a d'autres qui recrutent. Il y a toujours un peu de mouvement dans le personnel. Vous pouvez aussi retrouver les nouvelles adresses. J'essaie de partager quand il y a un nouvel établissement qui ouvre régulièrement. Voilà, il y a plein de choses. Des coups de gueule aussi, Lactalis. Enfin voilà quoi. Alors c'était Gastronomiquement Vôtre. Salut Michel. Salut Henri, salut Lucie, et comme disait Joël Robuchon. Et bon appétit, bien sûr.